Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Dans les faits divers, il y a en ce moment une histoire à vous glacer le sang ou le dos, ça on peut voir. Une personne que l'on pensait cérébralement décédée s'est réveillée en salle d'opération lors d'un prélèvement d'organes. Eh ben oui, une situation affreusement sordide, mais on peut quand même en faire un parallèle, si vous voulez bien, avec la République française qui aussi est morte cérébralement. Sont à saisir donc les organes nécessaires à une démocratie, les gardiens de la paix, les avocats, autres magistrats pour l'organe de droit, l'armée, l'éducation, l'hôpital, les pompiers. Tout ce que je viens de citer donne preuve que l'on a déjà tout ce qu'il faut pour changer le système. Encore faut-il bien s'en servir. Oui, ça dépend de qui s'en sert. Si j'avais dû utiliser une phrase d'image pour résumer tout cela, elle aurait été de cet acabit. Combien y a-t-il de monsieur pour une dame par ici? Bah ça dépend du monsieur. Bref. Combien de personnes pour donner vie à la démocratie en France? Eh bien, ça dépend de qui est à la manœuvre. En tout cas, je peux vous dire qu'ils sont sur des charbons ardents. Oui, pressés de vous recevoir dans la France Libre, une émission du CNTFCH. Je parle de Bruno, je parle de Philippe, je parle de Jean-Pierre et de Yota qui nous accompagnent ce soir. Et de votre présence également, messieurs, dames. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue à tous, quelle intro. Alors oui, on va pas revenir sur ce que tu as dit, qui était très clair. La France est un walking body, hein, c'est ça, c'est en tout cas la République. Moi, je voudrais parler de la Moldavie qui a fait l'objet d'un vote pour savoir si ce pays, si les habitants de ce pays souhaitaient à terme, un jour peut-être, rejoindre, devinez quoi, l'Union européenne. Et ils ont été dotés pour ça de 1,5 milliard d'euros pour mettre en place simplement l'opération. Alors, effectivement, il est dit nulle part que c'est de l'achat de voix, mais forcément, ça vient à l'esprit, d'autant que sur ce 1,5 milliard, il y a une contribution de 300 millions, pardon, d'euros de la France. Tout simplement dans cette opération. Alors, qu'est-ce que la France vient faire dans une incitation auprès des Moldaves pour voter sur une future comment dire jonction avec l'Union européenne de la Moldavie? Point d'interrogation. On ne sait pas trop. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont effectivement, alors ils ont eu quelques voix. Ça s'est passé, mais à très peu de choses, comme on dit. Hein. Donc ça s'appelle un camouflet, c'est-à-dire que l'initiative qui était de convaincre les Moldaves n'a pas vraiment fonctionné malgré le 1,5 milliard. Mais ils sont quand même passés. Et il faut rentrer dans le détail. Figurez-vous qu'il y avait les bureaux de vote des Moldaves de l'étranger, qui ne vivent pas en Moldavie, et qui vivent la plupart du temps en Europe de l'Ouest, et qui ont voté, eux aussi. Et il y avait la même chose pour les Moldaves qui vivent en Russie. Figurez-vous, il y a des Moldaves en Russie. Alors en Russie, à Moscou, donc, il y avait, je crois, 4 bureaux de vote ouverts sur 10. Tiens, c'est bizarre. Alors que dans tout l'Ouest, dans tous les pays de l'Ouest où il y avait des ressortissants moldaves qui votaient, tous les bureaux étaient ouverts. Tiens, c'est bizarre aussi. Donc ça s'est joué vraiment à très 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 peu de choses. Voilà ce que je voulais dire sur cette Moldavie, qui est un pays dont je rappelle que le SMIC est à 258 euros hein, dans ce pays-là. Ce qui veut dire que si un jour il rejoint l'Union européenne, eh bien, il va falloir s'attendre à de sévères concurrences au niveau du prix de la main-d'œuvre. Voilà ce que je voulais rappeler. Et qui va prendre la suite? Personne? Eh bien, très bien. Alors, on va regarder l'actualité en images. Pour ce soir, je vous ai prévu un artiste, et pas des moindres, Monsieur Francis Cabrel, grand défenseur de la langue française. L'actualité en images, et on se retrouve juste après. Pourquoi Francis Cabrel refuse-t-il certains élèves dans son école de musique? On t'explique tout. Saviez-vous que Francis Cabrel, en plus d'être un artiste emblématique, est également le fondateur d'une école de musique en plein cœur de son village natal? Depuis 1994, les rencontres d'Astafor accueillent de jeunes talents, mais tous ne peuvent y entrer. Dans un récent reportage, Cabrel a révélé les critères stricts qu'il impose pour intégrer sa formation. Alors, pourquoi refuse-t-il certains profils? Francis Cabrel insiste sur un point. Il n'accepte que les artistes qui créent en français. Pour lui, la langue de Molière est essentielle à l'expression artistique en France. Dans une entrevue, il a expliqué que son académie a pour vocation de promouvoir la langue française, excluant donc ceux qui préfèrent composer en anglais. Cabrel va même plus loin. Il a déjà travaillé avec des artistes cherchant à se défaire de leur addiction à l'anglais. Et ça, il adore. En plus de former des artistes, il préserve et promeut la langue française, une mission qui lui tient à cœur. Et je dirais merci, monsieur Francis Cabrel. Merci beaucoup. Astafor, c'est son petit village de résidence. S'il y a des gens qui se posaient des questions, hein, si ce monsieur était toujours en vie, oui, bien sûr, et toujours autant de talent, il n'y a pas de problème. Oui, tout à fait, Sylvain, et ça, c'est quelque chose qui devrait être promotionné et exister un peu partout dans le pays.
parce que la langue française est souvent massacrée. Je parle même pas enfin, je pourrais en parler, mais bon, de, de, de la, de l'écriture inclusive et de tous ces il, yel et autres, et aussi de la manière dont certains jeunes écrivent sur les réseaux sociaux, où malheureusement, bon, en dehors, il y a vraiment. Ah, moi j'ai vu quelque chose d'époustouflant, c'est je sais pas, J-E-C et puis P-A. Ah ouais, c'est pas mal, c'est abrégé, c'est pas mal. Comment Ah, dit-on c'est pas. challenge en français? Comment? Comment dit-on challenge en français? Alors, défi normalement, mais, Ouais, euh, ouais. mais, mais malheureusement, ça n'a pas exactement le même sens. Un défi, c'est il y a de la morgue dans le défi, dans le mot défi. Alors que dans le mot challenge, j'ai pas du tout. Hmm. C'est juste une opposition simple. Euh, voilà. Alors, bravo à Francis Cabrel. On va pas plomber l'ambiance. Très bonne introduction. Et sauver la langue française, c'est aussi penser à sauver la France, peut-être, on peut, quelque part. Sauver l'armée, sauver l'économie, sauver voilà, un tas de choses. On est un petit peu le soldat Ryan de l'Europe et même de l'Occident. La France, en ce moment, hein, il faut nous sauver. Hein, il faut se sauver. Voilà, donc c'est un petit peu le thème de ce soir. D'ailleurs, on va sûrement en reparler, mais on va laisser bah non, je sais pas qui d'autre a envie de rebondir sur ce qu'a dit Francis Cabrel. Je laisse la parole. Ben, Francis Cabrel, d'abord, c'est un très grand poète, hein. J'ai beaucoup aimé son album avec La corrida. La Corrida, oui. Hmm. Effectivement, je peux comprendre, et moi surtout qui ai fait la traduction de ce livre, avec le français et les Français, nous tentons quand même d'arriver à un langage qui ne serait pas perdu, qui serait conservé, parce que, comme disait Bruno, c'est l'ordinateur, l'ordinateur se reporte sur notre vie, donc on a tendance à raccourcir tous les mots. Et quand on raccourcit tous les mots, comme je vous dis toujours dans la démocratie des Fialtis, on change alors les vibrations dans lesquelles nous vivons. Et après les vibrations, eh ben, on arrive à l'ADN, hein, tous les 25 000 ans. Donc, malgré que la langue est une langue vivante, il faut quand même se battre pour la conserver. Ça en vaut la peine. Et depuis que je te connais, Iota, je te préciserai que je fais une utilisation des mots de façon chirurgicale. Je ne dis plus un mot qui veut dire l'inverse, etc. Non, non, j'ai une bonne connaissance maintenant, et comme je le dis, oui, c'est chirurgical. Ben, il y a un proverbe qui dit les mots sont des veines et dans les veines il coule du sang. Donc, on a l'impression qu'on parle et qu'on parle un peu en l'air, comme ça, que ce n'est pas écouté. Mais notre parole part comme une vibration quand même. Donc, c'est inscrit dans l'univers. Et donc, on doit absolument faire attention. On peut séparer les langues et dire, voilà, telle langue se parle comme ça, ou ça, c'est un patois du français. On peut faire tout ça puisque la langue est vivante, mais il y a quand même une grammaire qu'il faut respecter. Il y a quand même le sens des mots, Sylvain. Ouais. Oui, oui. Ouais, ouais. Bravo à lui, hein. Donc, bravo à lui, c'est pas une mauvaise idée du tout, je Je, trouve. je rajouterai juste ceci, ma plume est une arme de poing, mes mots parfois sont des grenades, dans ce monde cruel et crétin, mes phrases sont en embuscade. Voilà, pour le poète. Wow. Alors, ça va nous introduire directement sur le sujet du jour. Absolument, l'Europe totalitaire, on nous dit en dictature, alors que non, du tout, l'Europe n'est pas une dictature, c'est tout juste totalitaire. Voilà, donc on est en train de glisser depuis un certain temps, mais en particulier depuis que Madame von der Leyen a décidé de nommer les futurs commissaires européens. Donc c'était vrai avant, mais c'est aujourd'hui de plus en plus important compte tenu du contexte international, n'est-ce pas? Et notamment du contexte belliqueux, hein, tout simplement entre des nations qui ne rêvent que d'une chose, c'est de se mettre sur la figure, en tout cas certaines.
Donc voilà, donc pourquoi est-ce qu'on va vers le totalitarisme, qu'on y est déjà, puisque nous sommes maintenant en dessous dirigés par des gens qui n'ont pas été élus, mais qui ont été choisis par Madame von der Leyen. Alors je vais prendre l'exemple le plus emblématique, c'est celui de l'Estonie, parce que vous savez qu'il y a une nomination par pays de l'Europe, il y en a 27. Il y a donc un représentant de l'Estonie, par exemple. Alors l'Estonie, c'est un excellent exemple parce que c'est une dame, Madame Kaja Kallas, j'espère que je ne déforme pas son nom, qui est, figurez-vous, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Alors, vous noterez la haute représentante. Hein, je connais jamais entendu de haut représentant avant cette occurrence-là. Hein. C'est tout à fait nouveau, ça vient de sortir, comme on dit. Ça veut dire qu'elle a sûrement beaucoup d'autonomie dans ses choix, si elle est haute représentante. Ou alors, au contraire, qu'elle a une feuille de route très serrée qui fait d'elle un perroquet, en quelque sorte, par rapport aux oukases de Madame von der Leyen, par exemple. Voilà, donc ce qu'il faut savoir de cette dame, c'est qu'elle est farouchement opposée de façon rabique à la Russie, pour la simple raison qu'étant estonienne, elle fait partie des pays baltes qui ont eu à souffrir de l'occupation ou des guerres avec la Russie à une époque, et qu'il y a une inimitié qui s'entretient, je dirais, de génération en génération depuis des dizaines, voire des centaines d'années déjà, entre ces deux pays, même si la Russie a toujours, ou tout du moins n'a jamais envahi ces pays, finalement, en définitive. Hein. Donc voilà. Et elle est donc radicalement opposée à la Russie. Donc évidemment qu'elle a été choisie par Madame von der Leyen pour justement ce côté belliqueux, belliciste. Elle serait du genre, si je comprends bien, hein, si j'analyse bien, à appuyer sur un bouton en cas d'énervement, quoi. Voilà. Contre les Russes, bien évidemment. Donc, ce qu'on veut pas, c'est que justement, elle appuie sur le bouton. Ce qu'on veut, c'est discuter avec la Russie, c'est faire de la diplomatie plutôt que de guerroyer. Or, cette dame, elle a plus le profil d'une dame qui a envie de guerroyer. Alors, je suis désolé, mais moi, ce que j'aimerais, c'est avoir des informations sur cette dame. D'où vient-elle? Que fait-elle? Qu'a-t-elle fait dans la vie politique? Tout repose sur ses épaules dans ce monde où il est difficile de vivre, puisqu'on y parle de guerre sans arrêt, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Donbass, que ce soit à Gaza, évidemment, et ou d'autres terrains d'opération à venir, du côté de Taïwan notamment, qui sont un peu plus éloignés de l'Europe, certes, mais bon. Donc voilà, cette dame, comment va-t-elle réagir? Qu'est-elle capable de faire? Est-ce qu'elle a du sens diplomatique ou est-ce qu'elle est juste posée là pour dire non à tout ce qui est russe? Je sais pas. Hein. Donc voilà, donc on se dit le totalitarisme arrive aussi au niveau des relations extérieures, quoi. Hein. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. Voilà. Alors Philippe, moi je vais rebondir comme d'habitude sur ce que tu viens de dire, dans le bon sens, hein, parce que on peut faire une comparaison entre l'Europe et les BRICS. Les BRICS, donc, ce sont ces États qui ont été, je dirais, un peu laissés pour compte par tout le système occidental et qui ont dû subir toute la pression et tout le monopole du système américain, européen, international, notamment au niveau financier, avec la Fed, avec la Banque centrale européenne, etc. Et ces pays veulent se libérer de ce système-là. Alors, c'est vrai qu'en Europe, on parle toujours des pays libres de l'Europe occidentale, alors qu'en fait, on est effectivement dans une dictature cachée. On est dans un système totalitaire qui est de plus en plus oppressant pour la population, qui va s'insinuer jusque dans nos vies personnelles et qui finalement fait croire qu'on est dans une démocratie alors qu'on n'est pas du tout dans une démocratie, on est toujours dans une oligarchie, comme le dit si bien Iota. Et de l'autre côté, on a les BRICS, qui sont des pays, la plupart du temps, sont des dictatures. Que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde même maintenant, avec des gouvernements qui sont relativement donc totalitaires, l'Arabie Saoudite et autres. Mais seulement ce qui se passe, c'est que dans ces pays-là, on a un taux de croissance 4 fois plus élevé qu'en Europe. Pourquoi? Parce que malgré une attitude, je dirais, dictatoriale de certains gouvernements, eh bien, ils laissent les gens se développer au niveau des affaires, au niveau économique. Alors, bien sûr, au niveau liberté, il y a certains problèmes. Mais je pense qu'à partir du moment où le développement va grandir de plus en plus, automatiquement, ces peuples vont avoir un besoin et un désir de démocratie. Donc, on va arriver à quelque chose dans quelques années où finalement, on va avoir une beaucoup plus grande puissance que l'Occident, avec des peuples qui se seront libérés au niveau économique et qui chercheront aussi à se libérer au niveau politique. Et c'est là que nous,
au Conseil national de transition français canal historique, on a un rôle à jouer parce que si on commence à donner l'exemple, si on obtient, si on met en place la transition et que dans notre pays, on commence à donner l'exemple vers la vraie démocratie, eh bien, cet exemple, il fera tache d'huile et il fera d'autant plus tache d'huile que ça sera vers les BRICS qu'on se dirigera. Parce qu'on aura moins de réticence, moins de blocage qu'avec les États-Unis ou la Commission européenne, qui, comme tu l'as dit, Philippe, n'est pas élue. Donc, on a un avenir très important qui peut apparaître et qui peut se développer d'une manière positive avec ces pays des BRICS, qui d'ailleurs sont déjà en train actuellement d'étudier un système qui permet de pouvoir faire du change d'une monnaie à l'autre de chacun de ces pays automatiquement, sans être obligé de passer par le système SWIFT et tous les systèmes contrôlés par les États-Unis. Donc, je pense que les BRICS sont pour nous, France, un avenir très positif et qu'on pourrait très bien en faire partie très prochainement, plutôt que de rester dans le système européen tel qu'il a été conçu. Et c'est ce que disait De Gaulle. De Gaulle voulait toujours faire partie des pays non alignés, qui sont devenus maintenant pratiquement tous les BRICS. Effectivement, De Gaulle était à l'origine de tout ça. On va laisser la parole à Jean-Pierre. Merci. Alors, je voudrais revenir sur le mot totalitarisme. Alors, le totalitarisme, je l'entends comme ce qui fait taire la totalité. La totalité, c'est le 1 de l'univers. Et pour les Amérindiens, ça commence par 1. C'est 1 plus l'unanimité des présents, et non pas le contraire. On ne cherche pas l'unanimité des présents plus celle de l'univers. On considère que nous sommes une partie intégrante de l'univers, donc il existe avant nous, pendant et après. Donc c'est toujours 1 plus quelque chose, et c'est la totalité. Alors, je propose, pour ne pas continuer à nourrir, de laisser le totalitarisme se tarir, tout simplement, et de concentrer notre attention sur la totalité, sur l'unité de l'univers, sur l'unité de nous-mêmes et de nous-mêmes avec les autres. Voilà. Alors, si je me coupe de l'univers, forcément que je vais sombrer. Se couper de l'univers, c'est une grande violence. Et c'est une violence qui aboutit forcément au totalitarisme et à la négation de soi et des autres. Alors, je vous remercie d'avoir entendu sur ce plan. Et par rapport au langage, ils ont appelé ça l'inclusivité. Ça fait 20 ans que j'ai, en tant qu'artiste, que j'ai trouvé des mots comme Yel ou Eil pour associer le féminin et le masculin dans un écrit, sans trop me fatiguer. Et évidemment, il y a des copieurs qui surveillent tous les écrits. Alors ces gens-là, ils se taisent, mais après, ils se réunissent entre eux et ils inventent un truc dégueulasse à partir d'un poème ou de quelque chose que quelqu'un a créé. Parce que ces gens-là, évidemment, n'ont pas développé leur capacité de créativité. Donc, ils reprennent toujours des bonnes idées pour en faire des trucs dégueulasses. Je suis désolé pour eux, mais j'avais un cran d'avance et j'ai encore un cran d'avance dans mes écrits. Alors, cette fois-ci, je vais pas leur montrer. Et ils se débrouilleront avec leur manque de créativité. Peut-être un jour, ils découvriront qu'ils se sont privés eux-mêmes de l'unité avec l'univers, donc de la créativité, puisque l'univers, c'est le principe créateur. Merci d'avoir entendu. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Je voulais rebondir, moi, pas sur Jean-Pierre, mais sur ce qu'a dit Bruno. Effectivement, il y a une chose importante à signaler, c'est qu'au niveau des BRICS, on n'est pas face à un monde démocratique. C'est évident. D'ailleurs, on pourrait en demander l'avis à Iota sur son point. Elle y répondra. Mais on est effectivement sur des régimes forts, ce qu'on appelait autrefois, mais avec la contrepartie du fait qu'ils sont en pleine expansion économique, ce qu'a très bien souligné également Bruno, et je pense que ça vaut le coup d'être souligné 2 fois. Et là, ils se réunissent parce que là, on est cette semaine, au moment où on se parle, ils sont déjà réunis à Kazan pour une réunion qui aura des incidences sur l'avenir de la planète, probablement. En tout cas de ceux qui vivent dessus, c'est-à-dire nous notamment, et tous les êtres vivants.
ils discutent de quoi? Alors, ils discutent de la monnaie. On l'a évoqué tout à l'heure. Ils discutent de la liberté de circulation. Ils discutent du passage de la route de la soie chinoise, dite chinoise. Enfin, c'est l'initiative qui est chinoise, mais l'idée est reprise. Et la route de la soie, c'est l'ouverture de la route du Nord. La route du Nord par des, comment ça s'appelle, des brise-glaces qui ouvrent la voie. Et la Russie s'engage à fabriquer, je crois, 2 ou 3, je ne sais plus exactement, 2 ou 3 brise-glaces qui seront uniques au monde et qui auront la capacité d'ouvrir la voie du Nord en permanence, ce qui jusqu'à maintenant n'est pas possible. Donc voilà le genre de grands travaux qui sont lancés et effectivement avec des pays qui ont l'argent, qui normalement ne devraient plus en avoir ou être en mauvaise santé, disait-on, lorsqu'on a privé la Russie d'un certain nombre de prérogatives, et qu'on a imaginé que sans la circulation des biens de l'Occident, elle mourrait rapidement économiquement. Eh bien, l'inverse est arrivé, n'est-ce pas? Donc, il y a une force qui est en train de se développer, une force contraire ou pas contrariante, mais indépendante, tout simplement. Il y a une force qui se développe de façon indépendante, non pas contre l'Occident, mais à côté de l'Occident. Et ils invitent tout simplement tous celles et ceux qui louchent un peu de leur côté pour regarder un peu leur succès, les comprendre, en comprendre l'origine. Ils les invitent un peu tout le monde à les rejoindre. Alors, de façon tout à fait spontanée, il n'y a aucune coercition, contrairement à d'autres qui aiment bien avoir non pas des collaborateurs, des pays collaborateurs, mais des pays esclaves autour d'eux. Je pense directement aux États-Unis d'Amérique, évidemment, qui ont réussi à esclavager l'Europe de l'Ouest, l'Union européenne, et qui fait qu'aujourd'hui, l'Union européenne est à la ramasse et elle est complètement dépendante ou presque déjà militairement des États-Unis d'Amérique. Or, nous voyons ce que l'intervention des États-Unis d'Amérique sur certains théâtres d'opérations militaires fait, c'est-à-dire pas grand-chose de positif, hein, ils se prennent des raclés, avec certaines armées qui, elles, ont l'air beaucoup mieux prêtes pour ce type de combat, en tout cas, et qui semblent afficher, en tout cas, des armes, en tout cas des qualités sur certaines armes qui sont des qualités de vélocité, de rapidité, donc, qui font tout simplement qu'elles sont supérieures techniquement et au niveau des résultats finaux, évidemment, à celles du bloc de l'Ouest des États-Unis d'Amérique, de l'Europe. Voilà. Donc tout ça mis bout à bout, entre la puissance militaire, la puissance économique, la puissance politique, tout ça est en train de se mettre en place à Kazan cette semaine. Et il y aura forcément des débouchés, il y aura des déclarations que j'invite tout le monde à écouter, puisque M. Poutine et d'autres vont sûrement parler des résultats de ces accords, de ces discussions. Et puis voilà, et on a cité les échanges bancaires effectivement avec le QFS qui est le Quantum Financial System qui permet des échanges internationaux de monnaie sans tricherie possible. Ça c'est quelque chose qui met complètement à contre-pied toute la cabale qui nous sert de banquiers et qui se servent eux et qui gagnent de l'argent sur notre dos. Là ça ne sera plus possible ça. Oui. Bon, je vais rajouter à ce que tu dis Philippe que le Quantum Financial System est soutenu en partie par le système Starlink de satellite lancé par Elon Musk. Et Elon Musk lui-même est sud-africain, donc il fait partie des BRICS et il soutient Donald Trump. Sans commentaire. Ça complète le dossier, voire même cette clôture. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc il y a des grands mouvements tectoniques qui sont en train de se passer. On nous parle effectivement donc de cette réunion de Kazan hein, qui fait grand bruit en tout cas chez les BRICS eux-mêmes, un petit peu moins chez nous parce qu'on n'en parle pas dans nos médias à nous, mais on est au courant quand même. Et puis on aura donc ces comptes rendus lors des retours des retours lors de cette à l'issue de ces réunions. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe en contrepartie? Aujourd'hui, cette semaine est une semaine un peu particulière parce qu'il y a des bruits qui courent. Vous savez, des bruits qui courent. Nous, on n'est pas là pour relayer des bruits qui courent et qui s'en vont et qui reviennent jamais. Mais compte tenu d'un certain nombre de faits, de constats, on se dit tous les uns les autres avec un peu de bon sens que il va se passer quelque chose de suprême, c'est-à-dire qu'il va aller au-delà de tout ce dont on a l'habitude en politique. Ça sera pas de la politique telle qu'on l'a connue jusqu'à maintenant, ça sera pas de la technologie telle qu'on l'a connue jusqu'à maintenant, ça sera plein de choses qui seront différentes, qui vont être révélées, qui vont être divulguées et qui vont nous sauter aux yeux. Voilà. Ça va se passer de façon pacifique ou ça va se passer de façon un petit peu chaotique, voire même beaucoup chaotique. Ça, c'est pas le choix, c'est pas les choix des populations que les choses se passent de façon chaotique. Par contre, ça peut être l'intérêt de certaines populations très, très minoritaires, mais très, très, très disposant de très gros moyens,
pour effectivement faire avancer la Terre et les habitants dans des directions qui sont pas forcément à leur avantage. Bon, je n'en dirai pas plus, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment à la croisée des chemins entre ce que les BRICS sont en train de proposer, la paix plutôt que la guerre, le commerce plutôt qu'autre chose, et si on tue tout le monde, on n'a plus de clients, et on est mort soi-même, si je résume la situation mondiale aujourd'hui, hein. Chacun étant en situation de tuer l'autre, ben non, si je tue l'autre, après j'aurai plus de clients, je ne pourrai plus faire de commerce. Bon, voilà. Le pari que font les BRICS, c'est que chaque pays de la planète ont quelque chose à présenter au monde. Et c'est probablement vrai. Je vois l'ingénierie française et encore des choses, j'espère, à montrer au monde. Les Allemands, évidemment, avec leur organisation industrielle, etc., etc. Mais tout ça est en train d'être mis cul par-dessus tête à cause d'un certain entêtement américain d'une part, à ne pas voir la vérité en face. Or, ne pas voir la vérité en face, c'est le début d'une grosse catastrophe potentielle. Voilà. Donc, il faut absolument, je dirais, débrayer tout ça et faire en sorte que dans les BRICS, ce ne soient pas des déclarations belligérantes ou belliqueuses qui en ressortent, mais des propositions dans l'intérêt de l'ensemble de la population des humains et du vivant. Voilà ce que je crois, voilà ce que nous croyons au sein du CNTFCH. Voilà, je laisse la parole. On peut dire aussi une chose, Philippe, c'est que ce soit l'Inde ou la Chine, et même dans une mesure plus petite la Russie, on a affaire à des civilisations qui existent depuis 3 à 4 000 ans et qui ont été pendant un certain temps brimées par l'Occident pendant plusieurs siècles, qui ne pouvaient pas s'exprimer comme ils le voulaient et qui maintenant commencent à s'exprimer. Et on a des ingénieurs, on a des gens d'une très haute qualité scientifique qui développent des technologies de pointe, que ce soit en Asie du Sud-Est, en Chine, en Inde, et on s'aperçoit qu'ils nous dépassent déjà maintenant largement. Ils dépassent même les États-Unis au niveau de la technologie. Donc c'est un petit peu un juste retour des choses. Mais pourquoi ça? Parce que on leur laisse, malgré certains gouvernements qui sont dictatoriaux, eh ben, ils leur laissent quand même une liberté pour pouvoir créer, pour pouvoir s'exprimer. Chose que nous on a perdue. Chose que nous on a perdue dans une soi-disant Europe démocratique qui n'est pas démocratique du tout. D'ailleurs, comme le dit Iota, aucun gouvernement actuellement, aucun système dans aucun pays du monde actuellement n'est démocratique. Très bien, on va écouter Jean-Pierre, le verbe agile et la voix suave. Jean-Pierre, la parole est à toi si tu veux bien. Ton micro, s'il te plaît. Vous m'entendez? Pardon. Bien. Oui, j'avais pas baissé la main. J'étais un peu absorbé à écrire tout ça. Je m'invite moi-même et je vous invite vraiment à porter attention sur ce que je désire pour moi-même et je vous invite à porter attention sur ce que vous désirez. Alors, c'est très intéressant d'avoir comme ça des idées de ce qui se passe dans le monde sur le plan visible et sur le plan profond. À partir du moment où il y a suffisamment de clarté dans une idée, elle se manifeste, quel que soit le nombre de personnes qui ont cette pensée. Il suffit d'être suffisamment en harmonie, comme je le disais tout à l'heure, avec l'univers, pour que l'univers lui-même manifeste le désir que nous avons, sous réserve qu'il soit en harmonie avec lui-même. Donc, je persiste et je persévère à penser à la totalité et à laisser se tarir le totalitarisme. Tu parlais du désir, Jean-Pierre. Moi, j'en ai un désir. J'aimerais être directeur d'antenne, pas pour moi, hein, non, du tout pour la station, qui aurait tout le bon sens qu'il faudrait pour justement retrouver un vrai média. Ah, quel bonheur. Alors, s'il nous reste... Oui. Je voudrais demander à Iota, pour elle, quel est le pays qui se rapproche le plus de la démocratie dans le monde actuellement? Alors, Bruno, il n'y a aucun pays qui se rapproche de la démocratie aujourd'hui. Et je ne veux pas plomber l'émission, hein, mais vous me faites marrer avec votre optimisme. Vous oubliez que nous sommes dans un monde oligarchique, que les BRICS sont construits essentiellement pour contrer le dollar qui a une hégémonie qui atteint presque les 80% aujourd'hui.
Et donc, les BRICS sont aussi mondialistes et aussi oligarques que tous les autres, hein. Il n'y a aucun pays sur la Terre aujourd'hui qui vit la démocratie. C'est un leurre. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la guerre des titans, c'est-à-dire les grands empires qui se combattent l'un l'autre pour trouver des solutions de continuer le capitalisme sauvage sur la planète et certainement pas se préoccuper de nos besoins à nous. Alors vous êtes des doux rêveurs hein, de penser que notre situation va être mieux demain. Sans être pessimiste, il faut quand même rester réaliste que ce sont tous des oligarques et que leur objectif est de nous manipuler et de nous rendre encore plus esclaves de ce que nous sommes. Donc les oligarques, comme je vous ai toujours dit, n'ont jamais changé leur mode de fonctionnement. Ils font ce qu'ils ont à faire entre eux pour leurs économies à eux. Et nous, nous suivons, hein, nous sommes là, nous garantissons de l'argent honnête, alors qu'eux ne garantissent absolument pas de l'argent honnête. Mais bon, pour continuer leur système, ils ont besoin de nous. Alors j'aimerais que vous ayez tous raison hein, et que demain, avec les BRICS, tout ira mieux. Personnellement, c'est un conte de fées auquel j'ai du mal à croire. Moi, Oui, mais Si j'habitais la Bretagne, je demanderais l'indépendance. Bryce Power, comme ça, au moins, je ferais justice moi-même dans mon petit pays. moi, je voulais juste rajouter une chose à ce que tu dis, Yota, c'est que je pense quand même que quand un peuple vit mieux, quand un peuple devient de plus en plus riche, de plus en plus à l'aise financièrement, bien, il peut s'occuper un peu plus de sa liberté. Donc, moins on va nous brimer au niveau économique, plus on pourra exiger, désirer une liberté. Donc, Je sais de c'est quoi pour tu veux parler, Bruno. Tu veux parler du revenu vital de base, qui permettrait à chaque Français de pouvoir enfin vivre dignement. une chose importante au niveau du Conseil national de transition français canal historique. Mais je pense que dans des pays comme la Chine, comme l'Inde ou comme la Russie, plus le niveau de vie va s'élever, plus les gens vont exiger autre chose qu'un simple niveau de vie, mais aussi un niveau de liberté. Oui. C'est déjà le cas en Russie. Hein. La Russie a très vite évolué en 20 ans et il y a des revendications alors, pour l'instant, il n'y a pas de revendications parce qu'ils ont multiplié par 6 ou 7 le niveau de vie, justement. Donc, ils sont heureux pour l'instant, les Russes. Mais peut-être qu'à un moment donné, ils vont demander autre chose, bien sûr. Hein. Donc voilà, moi, je fais le pari que l'humain a envie de rester vivant et a envie de rester à l'intérieur du vivant, c'est-à-dire les arbres, les animaux, etc. Et que pour ça, il faut pas nous tuer, quoi, parce qu'autrement il y aura plus rien, sur la terre. Donc si ces oligarques ont décidé, avec des moyens supérieurs à ceux qui existaient il y a seulement 100 ans en arrière, comment dirais-je, d'éliminer tout le surplus humain, je mets des gros guillemets, hein, un surplus humain que eux désignent dont ils veulent se débarrasser, bah, ils peuvent, hein, tout à fait. Techniquement, il y a aucun problème, ça serait déjà fait d'ailleurs. Mais on assiste à quoi? On assiste plutôt à leur échec. C'est-à-dire qu'on assiste au fait que, par exemple, la campagne de vaccination qui a été faite, qui devait probablement, dans leur esprit, en tout cas, défaire un certain nombre de personnes de leur santé, voire même de leur vie, ce qui a été le cas partiellement, eh bien aujourd'hui, ils sont percés à jour et il y a des études qui montrent que, tout simplement, la Covid-19 n'existe pas, dites-moi. Ça, c'est drôle parce que c'est exactement ce qu'on dit depuis 5 ans ou 6 ans au CNTFCH. Et donc, elle n'existe pas. Alors, nous, on dit qu'elle n'existe pas parce qu'on n'a pas réussi à l'isoler. Et les études anglaises, en l'occurrence, elles ont fait des essais dans tous les sens. Elles ont fait des tests et elles n'ont pas trouvé le Covid-19. Donc, ça n'existe pas. Donc, tout ça a été basé sur un mensonge. Donc, dès lors que les politiciens sont mis en évidence de mensonges, à un moment donné, il faut changer quelque chose dans le politicien ou dans le politique.
qu'il soit supérieur en nombre, en quantité ou en nombre d'armes à feu que par rapport à nous, c'est tout à fait possible. Mais à un moment donné, il faut que les choses changent. Et là, je pense qu'on est quand même sur la crête d'un changement. Voilà ma conviction en tout cas. Ouais, tu as raison Philippe, quand on dit Covid-19, évidemment, on peut répondre comme quoi cette maladie n'existe pas puisqu'on ne l'a jamais attrapée. Mais on ne l'a jamais mis non plus entre deux lamelles et observé dans un microscope. Tout à fait. Jean-Pierre. Oui, alors merci. J'ai été traité de doux rêveur il y a 30 ans quand j'ai créé mon activité que j'ai appelée il y a quelques années le ministère des Centimes et que j'appelle maintenant le juste et équitable partage de la divine providence de l'instant présent. Alors pourquoi divine? Parce que chacun a le meilleur de soi en soi. Et je ne m'occupe pas de religion, je m'occupe du meilleur de soi en chacun. Et à ce sujet, j'élargirais volontiers la proposition des BRICS qui disent dans chaque pays a quelque chose de merveilleux à apporter à notre planète. Et je dirais chaque être a quelque chose à apporter de merveilleux à notre planète, et à condition de n'en sacrifier aucun. Parce que si on commence par un, le lendemain, on en sacrifiera deux, et le surlendemain, on en sacrifiera quatre, et on aboutira à toute l'humanité plus un. Malheureusement, l'univers ne peut pas être détruit pour ces gens-là. L'univers se reconstruit lui-même au fur et à mesure qu'on essaye de le détruire. Donc, j'ai été traité de doux rêveur et j'ai prouvé par mon activité qui a nourri des dizaines et des centaines de personnes simplement en récupérant les invendus de magasins. J'ai prouvé que peut-être doux rêveur, doux certainement, et encore parfois un peu trop dur, et rêveur, j'ai appliqué mes rêves et maintenant ils sont une réalité. Voilà. Élargissons la proposition des BRICS. Chaque être a quelque chose de merveilleux à apporter à notre humanité et au monde. Merci d'avoir entendu. Ah, j'ai une autre façon de dire. Moi, je dis caresser ses rêves. Ah. Ouais. C'est plus voluptueux. Bon, allez, on est un petit peu pressé. Il y a des personnes qui ont des rendez-vous, donc on va mettre fin à l'émission pour ce soir. Alors, les politiciens, il faut le savoir, évidemment, ne sont pas élus. Non, il y a des élus, évidemment. J'en connais 66 millions de Français élus pour un nouveau paradigme, sa mise en place, puis ensuite l'existence agréable et démocratique. Allez, je vais synthétiser tout ça avec des mots: liberté, respect, sympathie, égalité. Et puis, avec tout ça, eh bien, normalement, on devrait avoir de l'épanouissement, j'espère. Allez, bonne soirée à vous. On se retrouve juste avant le week-end, vendredi, pour une nouvelle émission La France Libre avec le Conseil National de Transition Français, Canal Historique. Merci Yota, merci Jean-Pierre, merci Bruno, merci Philippe, merci à vous également qui nous regardez. Prochain rendez-vous, comme je vous l'ai dit, dans 2 jours. Excellente soirée.